Voici un extrait d'un roman de Roberto Hart, Le jouet enragé, que je viens de traduire avec Isabelle Garmin-Berman. Si nous tentons une première traduction mot à mot, cela donne: lentement, je considérais ses charmes honteux d'être si adorables. Sa bouche faite seulement pour les grands baisers, je voyais son corps soumis se coller à la chair, appelant sa désillusion et insistant sur le délice de son abandon, sur la magnifique petitesse de ses parties destructibles, la vue occupée par la face, par le corps jeune pour le tourment et pour une maternité, j'allongeai un bras vers ma pauvre chair. Si le début de la phrase se laisse traduire, son centre lui résiste et sombre enfoncé dans la confusion. Cette résistance à la traduction n'est pas irrémédiable. Elle exige un certain travail sur la langue traduisante pour qu'elle devienne capable de comprendre la structure fort peu linéaire et du reste à la limite de l'incorrection de la phrase originale. Celle-ci est écrite dans un espagnol non classique, un espagnol vernaculaire, argentin, qui se fonde sur une double visée: préserver dans l'écriture les modes libres du vernaculaire, mais en même temps construire avec ce vernaculaire une écriture littéraire. Ou encore, construire à partir du mythe hétérogène qu'est l'argentin une forme qui lui rende justice et qui en même temps le dépasse, ne soit pas une imitation écrite de l'oralité vernaculaire. Dans la mesure où cette forme est linguistiquement constituée par le vernaculaire, elle résiste à la traduction et sa traduisibilité est problématique. Dans la mesure où néanmoins il s'agit d'une forme, elle est a priori traduisible. On entrevoit que c'est dans la visée même de l'œuvre que se pose le problème de sa traduction. Le texte de Hart est littéralement un universel littéraire enchâssé dans la particularité d'un vernaculaire. Cet enchâssement est aussi bien un mode d'accomplissement qu'un mode d'emprisonnement. La traduction est l'épreuve que l'œuvre redoute et par laquelle elle peut à la fois affirmer sa littéralité et réaffirmer littérarité et réaffirmer son enracinement dans son univers langagier. C'est l'œuvre qui définit a priori la problématique de la traduction complexe qui lui est propre. Elle ne repousse pas celle-ci, elle ne la considère pas comme inessentielle, au contraire, mais elle l'appelle sur le mode de la résistance. Passons maintenant au texte de Borges, tiré d'un livre appelé El Hacedor, littéralement le faiseur. Caillois a traduit l'auteur. Des jours et des nuits passèrent sur ce désespoir de sa chair, mais un matin il s'éveilla, regarda, déjà sans surprise, les choses floues qui l'entouraient, et il sentit inexplicablement, comme qui reconnaît à une musique ou une voix, que tout cela lui était déjà arrivé, et qu'il avait affronté avec crainte, mais aussi avec joie, espérance et curiosité. Alors il descendit dans sa mémoire, qui lui parut interminable, et il parvint à tirer de ce vertige le souvenir perdu qui brilla comme une monnaie sous la pluie, sans doute parce qu'il ne l'avait jamais regardé, sauf peut-être en un rêve. Ici, on peut dire que la résistance à la traduction est en apparence quasi nulle. Nous ne pouvons traduire mot à mot et obtenir une traduction qui se tienne. Voilà un texte qui, au lieu de résister, consent. Il y a même une sorte d'accord a priori entre le français et l'espagnol, comme si le premier était présent dans le second, sans que la langue de Borges soit du tout francisée. Il serait plus exact de dire qu'elle contient déjà a priori entre les lignes sa traduction en français. Son écriture pose dès le départ sa traduisibilité en français. La chose n'a rien qui puisse surprendre quand on connaît l'intensité du rapport de l'auteur à la langue et à la littérature française. Ce rapport a produit une œuvre qui, dans sa textualité, est intégralement traduisible, parce que sa visée est de s'accomplir au sein d'une langue qui ne retient aucun élément particularisant, propre à l'espagnol, et seulement à lui. Cette visée, l'œuvre ne l'atteint bien entendu pas entièrement, mais elle la réalise en partie. Et par conséquent, la résistance à la traduction, qui provient toujours de l'enracinement dans le particulier, l'unique d'une langue, est minimale. Consentante à la traduction, elle appelle la traduction. En réalité, on pourrait dire qu'elle est déjà traduite. Elle n'en est que le mode de réalisation, comme inversement l'intraduisibilité linguistique de Hart renvoie à son intraduisibilité profonde, son intraduisibilité d'œuvre qui s'enracine dans les strates du vernaculaire. Mais de même que l'intraduisibilité de Hart n'est que relative et sa résistance à la traduction, un certain mode d'appel à la traduction, la traduisibilité de Borges est trompeuse
et se double d'une intraduisibilité tout aussi radicale, car aucune traduction en français ne peut préserver cette secrète immanence du français dans l'espagnol, qui fait l'essence de ces textes. Dans la traduction, la pré-traduisabilité en français, la présence entre les lignes de l'espagnol de la version française disparaît irrémédiablement. C'est là accomplir certains destins que l'œuvre d'origine appelle ironiquement « rends-moi encore plus française » ou encore plus traduction. La traduisibilité de Borges est donc un piège où l'œuvre gagne, puisqu'elle voulait être traduite, a été écrite inconsciemment pour l'être, et où la traduction perd. Vérité valant sans doute pour toute traduction, il y aurait peut-être lieu de distinguer la visée de traduction de l'œuvre, ce que l'œuvre voulant être traduite attend de la traduction, et la visée de la traduction comme acte. La première est la vérité dernière de la traduction, car le mode de traduisibilité de l'œuvre s'impose idéalement toujours, alors que la visée usuelle de la traduction, reproduire le texte tel quel, est son plus grand mirage. La tâche du traducteur serait dès lors de se dégager de ce mirage et de travailler à partir de la traduisibilité et de l'intraduisibilité que l'œuvre pose. C'est là évidemment un pas très risqué. Cahier 3, nous avions commenté la semaine dernière les 3 premiers paragraphes de la tâche du traducteur, à tenter une première retraduction de certaines phrases. Et tenter une première retraduction de certaines phrases. Le but de notre commentaire est, en procédant à une réflexion sur le langage de ce texte, d'offrir une interprétation de celui-ci qui en même temps prépare le moment de sa retraduction, moment qui est venu. Un commentaire est quelque chose de différent d'une analyse critique. Celle-ci vise avant tout les idées. Le commentaire, lui, vise le langage du texte, sa lettre. Une analyse critique prend le texte dans sa totalité en extrayant éventuellement des citations. Le commentaire, lui, suit le texte ligne à ligne, même si ce ligne à ligne n'est pas purement linéaire, et saute parfois intentionnellement certaines lignes. Le commentaire, en fait, cherche les lignes clés, il cherche la lettre enclose dans les lignes. Ce ligne à ligne et cette attention à la lettre de l'apparente, au sens fort, à la traduction qui elle aussi va ligne en ligne et cherche la lettre. En fait, s'agissant d'un texte étranger, le commentaire et la traduction sont inséparables, à tel point qu'on ne peut pas dire que l'un soit avant l'autre. Toute interprétation ici est traduction et toute traduction, interprétation. Mais la dimension de notre commentaire se double de ceci. Il s'agit d'un texte déjà traduit. Le commentaire devient alors commentaire de la traduction et de l'original. Les lacunes de la première traduction introduisent d'elles-mêmes à une réflexion sur la notion de première traduction et de retraduction, et plus généralement sur le commentaire lui-même. Tout commentaire accompli est aussi commentaire de lui-même. À cela s'ajoute qu'il s'agit d'un texte sur la traduction. Le mode sur lequel le commentaire s'accomplit, entre traduction et original, le situe au plus près de ce qui est dit dans le texte. Il lui enlève la distance propre au théorique et à l'analyse critique. Ou plutôt, on y reviendra, il lui donne distance et intimité avec le texte. Assez paradoxalement, cela le situe lui-même dans l'intraduisible. La réflexion, pour ainsi dire, micrologique sur la langue de l'original et corrélativement sur la langue du commentaire en tant qu'elle traduit cette langue mot par mot, phrase par phrase, fait qu'elle ne peut pas, à son tour, être traduite, sauf à remanier profondément le commentaire. Confrontation pensante de deux langues. Le commentaire ne peut se traduire. Ceci est peut-être digne de réflexion. Non traduisible, le commentaire est enfin non résumable. L'essentiel de ce qu'il énonce ne peut être perçu que ligne à ligne, oralement ou à la lecture, car à chaque ligne, non seulement il interprète et traduit, mais il suit son chemin par détours ou digressions, souvent en oubliant le texte commenté. Celui-ci donne à penser, comme dit Heidegger, et donnant à penser, il nous permet de nous éloigner de lui pour penser tout seul. Loin d'être une explication de texte, servile et paraphrasante, le commentaire est la meilleure manière non seulement de penser un texte, mais de penser à partir de lui, éventuellement contre lui. Ce contre lui, cependant, est secondaire. Le commentaire est attention et amour du texte, attention et amour de ce que le texte pense. Il est par avance uni avec le texte, autour de ce qu'il pense. Ici, la traduction, et cela naturellement en deçà du plan des opinions. Ce mode de lecture est assurément très ancien.
nous réenraciner dans une telle forme de pensée traditionnelle et la poursuivre, c'est pour nous un certain bonheur. Le commentaire est une expérience heureuse dans laquelle on avance sans savoir ce qui va advenir. Walter Benjamin connaissait parfaitement le bonheur d'une telle expérience. Il a une fois dans une lettre parlé de sa nature de commentateur. Au début du paragraphe 4, Benjamin s'efforce de définir le concept de traduisibilité. Relisons les deux premières phrases. Que la traduisibilité soit essentiellement propre à certaines œuvres, cela ne veut pas dire que leur traduction soit essentielle pour elle-même, mais qu'une signification déterminée, inhérente à l'original, s'exprime dans leur traduisibilité. Qu'une traduction aussi bonne soit-elle ne puisse jamais rien signifier, pour l'original, cela est évident. La traduisibilité, donc, ne veut pas dire que la traduction en elle-même, comme acte et résultat, signifie quelque chose pour l'œuvre. Soulignons d'abord l'apparition de ces termes, bedeuten et bedeutung, signifier, signification. Car si selon Benjamin la meilleure traduction ne peut jamais rien signifier pour l'œuvre, une certaine signification inhérente à l'original s'exprime dans sa traduisibilité. Ce qui nous renvoie au paragraphe précédent. La question de la traduisibilité d'une œuvre est double. Elle peut signifier parmi la totalité de ses lecteurs, trouvera-t-elle le traducteur adéquat? Ou bien plus proprement, de par son essence, admet-elle, là c'est la traduction, et conformément à la signification de cette forme, la désire-t-elle, verlage? Là encore apparaît le terme bedeutung. Mais si, conformément à son essence, l'œuvre permet et désire sa traduction, comment Benjamin peut-il énoncer que celle-ci ne signifie rien pour l'original? Comment l'œuvre peut-elle désirer quelque chose qui pour elle est dénué de signification? On pourrait dire d'abord, à partir de l'expérience même de la traduction, qu'une fois traduite, l'œuvre se referme d'autant plus splendidement sur elle-même, pour reprendre l'expression de Riquet, la traduction stricto sensu ne la touche pas, l'œuvre se laisse traduire, se laisse critiquer, se laisse interpréter, se laisse lire, mais dans son unicité et sa vie close, elle les considère avec une indifférence infinie. Cela, en ce sens, ne signifie rien pour elle. Elle est l'œuvre, et au-delà d'elle, à partir d'elle, prolifère cette masse de dérivations textuelles, comme le formule le droit, dont le trait fondamental est la périssabilité et la multiplicité. Elle, la forme achevée, suscite et appelle toutes ces formes inachevées, qui chacune à sa manière s'efforce de la saisir. Elle ne se laisse pas saisir. Le rapport de l'œuvre à ses dérivations traductives est critique et de désir, mais ce désir est traversé d'ironie. L'ironie consiste en ce que dans son être plein, dans son être achevé, elle relativise par le simple fait qu'elle est. Les traductions et les critiques auxquelles manquent éternellement plénitude et achèvement. À vrai dire, nous sommes peut-être si victimes de l'ambiguïté du terme de traduction et du reste de celui de critique, en ce qu'ils confondent, et certes pas pour rien, opération et résultat. Ce que l'œuvre appelle de toutes ses forces pour que la signification immanente à sa traduisibilité s'actualise, c'est bien l'acte de la traduction, mais ce qu'elle considère avec une indifférence ironique, comme si cela ne la concernait en rien, c'est la traduction comme résultat. Pourquoi? Serait-ce que ce résultat ne tient pas les promesses de l'acte? Serait-ce que la traduction comme acte est plus essentielle que la traduction comme résultat? Toujours est-il que cette différence de l'œuvre est une donnée d'expérience, car l'œuvre a été transférée d'une langue à une autre, et en même temps ne l'a pas été. Elle ressurgit derrière la traduction, intacte, intouchée, inentamée, prête à d'autres traductions. Et ceci est peut-être l'une des expériences les plus douloureuses du traducteur, que de voir l'œuvre avec laquelle, pendant la traduction, il a été dans le contact le plus intime, d'une intimité que l'on peut dire infinie, que l'on peut dire la plus intime des intimités possibles avec une œuvre, s'éloigner dédaigneusement de lui, comme si elle n'avait pas été traduite. Ce qui paraissait avoir eu lieu n'a pas eu lieu. Ainsi peut-on interpréter le fait que pour Benjamin, la traduction ne signifie rien pour l'œuvre. On pourrait ajouter que l'œuvre, par la traduction, a réaffirmé, vérifié son intraduisibilité foncière et a confirmé la traduction comme un acte désespéré. Car si la traduisibilité est une structure de l'œuvre, si le désir d'être traduite est inscrit en elle comme le désir d'être attaché, arraché à elle-même et à sa langue, l'intraduisibilité est non moins une structure de l'œuvre et pourrait-on dire sa plus intime fierté.
On ne peut pas en dire autant de la traduisibilité. L'intraduisibilité est l'un des modes par lesquels l'œuvre s'affirme elle-même comme réalité inaccessible et intouchable. Cette intraduisibilité est assez analogue à son incriticabilité. Ni la meilleure traduction ni la meilleure critique ne viennent à bout de l'œuvre. De ce point de vue, l'œuvre est inépuisable. Elle contient en elle une infinité de traductions et de critiques possibles, dont une part infime s'actualise dans la réalité. Goethe était d'avis que jamais la critique ne pouvait saisir ou appréhender ce qui, dans l'œuvre, était essentiel, son fond. Ce fond qui nous interpellait brutalement, sans médiation, aucune critique ne pouvait le mettre à jour, l'analyser. Goethe considérait la critique du point de vue de l'œuvre avec ironie, mais l'ironie que produit l'intraduisibilité de l'œuvre tombe plus durement sur la traduction. L'œuvre voit dans son intraduisibilité son noyau le plus profond, ce qui justifie qu'on puisse parler à son propos de noyau, de même que la traduisibilité exprime une certaine signification inhérente à l'œuvre, à la fois sa visée d'universalité et un manque essentiel que l'acte de la traduction serait censé combler. L'intraduisibilité exprime, elle aussi, une certaine signification que l'on pourrait définir comme sa visée de particularité, d'unicité et l'affirmation d'une plénitude ou autarcie. Face à une telle visée, une telle affirmation, la traduction est encore une fois sans signification pour l'œuvre. Elle n'a même pas une signification négative, car jamais la traduction ne peut effleurer, à plus forte raison venir à bout de cette fermeture sur soi qu'exprime linguistiquement l'intraduisibilité. Plus la traduction en sa radicalité s'efforce de venir à bout de l'intraduisibilité, de l'intraduisible de l'œuvre, plus celle-ci révèle de nouvelles couches d'intraduisibilité ad infinitum. L'œuvre est donc faite d'une infinité de couches d'intraduisibilité qui sont aussi des couches de traduisibilité. Dès que la traduction vient à bout d'une couche d'intraduisibilité, la transformant ou plutôt révélant à elle la traduisibilité, elle trouve derrière ou en dessous une autre couche d'intraduisibilité et ainsi de suite. Faudrait dire ici qu'il y a ultime un dernier noyau d'intraduisibilité, ou en tout cas que ce noyau est recouvert par des couches impénétrables.